À 91 ans, Nana Mouskouri n'a plus besoin de prouver qu'elle appartient à l'histoire. Sa voix a traversé les frontières, les générations, les blessures du temps. Pourtant, derrière les lunettes noires devenues légendaires, une douleur n'a jamais vraiment disparu. Elle a connu la guerre, la faim, la peur, la gloire, puis la maladie. Mais ce n'est peut-être pas cela qui l'a le plus brisé. Il existe dans son passé une décision qu'elle a portée comme une faute pendant des décennies, et pour comprendre pourquoi, il faut revenir là où tout a commencé. Bien avant les salles illuminées, les disques vendus par millions et les applaudissements venus de plusieurs continents, Nana Mouskouri n'était qu'une enfant, confrontée à un monde qui semblait pouvoir s'effondrer du jour au lendemain. Née en Grèce avant que la Seconde Guerre mondiale ne déchire l'Europe, elle grandit dans une époque où la peur n'était pas une idée abstraite. Ah, elle faisait partie du quotidien. La pauvreté s'installa très tôt dans la maison. L'argent manquait, les déménagements se succédaient, et chaque repas pouvait devenir une bataille silencieuse contre la faim. Nana racontera plus tard ces années comme une période où l'on apprenait à survivre avant même d'avoir le droit de rêver. Dans cette famille fragilisée, l'enfance ne protégeait de rien. Son père, rongé par le jeu, pouvait faire disparaître en quelques heures ce que la famille avait mis des semaines à économiser. Sa mère devait alors improviser, vendre, économiser encore, simplement pour que les enfants puissent manger, et lorsque la frustration explosait, les disputes entre les parents devenaient violentes. Pour la petite Nana, chaque éclat de voix ressemblait à une menace. Chaque confrontation lui rappelait qu'un foyer peut cesser d'être un refuge. C'est là qu'un mécanisme profond semble s'être installé en elle. Nana développa une peur presque instinctive du conflit. Plus tard, dans sa carrière comme dans sa vie privée, elle préférerait souvent se taire, céder, s'éloigner, plutôt que d'affronter une situation brutale. Ce n'était pas seulement de la timidité, c'était peut-être la mémoire d'une enfant qui avait appris que certaines disputes ne se terminent jamais vraiment. Mais au milieu de cette grisaille, il existait une échappatoire, la musique. Nana et sa sœur Jenny possédaient toutes deux de véritables dispositions. Pourtant, dans une famille aussi pauvre, deux talents représentaient presque un luxe impossible. Il fallut choisir. Et ce choix allait poursuivre Nana pendant toute sa vie. Jenny renonça à une partie de ses propres ambitions, afin que sa cadette puisse continuer ses études musicales. Ce sacrifice ouvrit une porte à Nana, mais il posa aussi sur ses épaules un poids invisible. À partir de ce moment, réussir n'était plus seulement une envie. Cela ressemblait à une dette. Chaque progrès pouvait devenir une joie, mêlée de culpabilité. Chaque applaudissement futur porterait quelque part l'ombre d'une sœur qui avait laissé sa place. Et cette sensation d'être responsable du bonheur ou du malheur des autres ne quitterait jamais complètement Nana. Ce détail est essentiel pour comprendre la femme qu'elle deviendra. Car derrière l'artiste disciplinée, exigeante, presque obsédée par l'idée de ne jamais décevoir, se cachait peut-être toujours cet enfant qui pensait devoir mériter la chance qu'on lui avait donnée. La musique semblait enfin lui offrir une sortie, une route vers un autre destin. Mais le paradoxe allait bientôt devenir cruel. Car l'univers même qu'elle croyait capable de la sauver serait aussi le premier à lui faire comprendre qu'elle n'était pas assez conforme, pas assez séduisante, pas assez acceptable. Et Nana allait découvrir que survivre à la pauvreté était une chose. Survivre au jugement des autres en était une autre. Après une enfance marquée par la peur et les sacrifices, Nana croyait enfin avoir trouvé un endroit où personne ne pourrait lui retirer sa place. La musique. Au conservatoire d'Athènes, elle étudia le chant classique avec sérieux, rêvant encore d'opéra et de grandes scènes. Mais très vite, une autre musique commença à l'attirer, plus libre, plus vibrante, plus proche de ce qu'elle ressentait réellement. Le jazz. Le soir, Nana chantait dans des clubs. Ce choix allait lui coûter cher. Lorsque le conservatoire découvrit qu'elle se produisait dans cet univers jugé incompatible avec la discipline classique, son parcours bascula.
Elle fut écartée de la voie qu'elle avait imaginée pour elle-même, et son rêve de devenir cantatrice s'effondra presque brutalement. Pour une autre jeune femme, cela aurait pu être un simple changement de direction. Pour Nana, c'était plus profond. Derrière cet échec revenait une vieille blessure. Sa sœur avait renoncé pour qu'elle puisse étudier. Alors, comment ne pas se demander si elle venait de gaspiller le sacrifice de Jenny? Pourtant, la vie allait lui ouvrir une porte ailleurs. Nana commença à enregistrer, à se produire davantage, à attirer l'attention. Mais au moment même où sa voix séduisait, son apparence devenait un problème aux yeux de certains professionnels. Elle n'avait ni l'allure provocante, ni l'assurance spectaculaire que l'industrie semblait attendre d'une jeune chanteuse. Nana était timide. Elle se trouvait trop ronde, trop ordinaire, pas assez glamour. Et surtout, elle portait ses grandes lunettes sombres qui allaient devenir légendaires. On lui conseilla de les abandonner, de changer de coiffure, de se transformer pour correspondre à l'image d'une vedette. Mais derrière ces lunettes se cachait bien plus qu'un simple problème de vue. Elles étaient presque une armure. Nana dira qu'elle l'aidait à affronter les regards, comme si ce cadre noir créait une frontière entre sa fragilité et le monde extérieur. Cette fois, elle refusa de céder. C'était un geste apparemment banal, mais pour une femme habituée depuis l'enfance à éviter les conflits, il représentait une véritable rébellion. Nana ne pouvait peut-être pas changer la manière dont les autres la regardaient, mais elle pouvait décider de ne pas disparaître pour leur plaire. Et puis, il y avait cette autre singularité, encore plus étonnante. Des examens médicaux révélèrent qu'une seule de ses cordes vocales fonctionnait normalement. Ce qui aurait pu être considéré comme une faiblesse devenait pourtant l'instrument d'une voix immédiatement reconnaissable. Voilà peut-être l'un des grands paradoxes de sa vie. Tout ce qui semblait devoir la condamner finit par participer à son identité. Son visage jugé trop atypique devint inoubliable. Ses lunettes, que certains voulaient supprimer, devinrent son emblème. Et cette voix, physiologiquement imparfaite, allait bientôt traverser les frontières. Mais Nana n'était pas encore libérée de ses complexes. Chaque succès continuait d'être accompagné d'une question silencieuse. Suis-je vraiment à ma place? Le monde allait bientôt lui répondre avec une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. La jeune femme que certains trouvaient trop différente allait devenir l'une des chanteuses européennes les plus reconnaissables de son époque. Seulement, derrière cette ascension, commençait déjà une autre histoire. Car plus Nana approchait de la gloire, plus elle allait devoir s'éloigner de la vie simple qu'elle croyait pouvoir construire, et bientôt, le prix de cette réussite ne se mesurerait plus seulement en sacrifice professionnel. Puis vint le moment où tout s'accéléra. La jeune femme timide que l'on avait trouvée trop différente commença à franchir les frontières. Sa voix voyageait avant même qu'elle ne comprenne vraiment ce qui était en train de lui arriver. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, puis de nombreux autres pays découvrirent cette silhouette discrète, ces lunettes noires et surtout cette manière de chanter, comme si chaque mot venait d'une blessure ancienne. Nana ne ressemblait pas aux vedettes que l'on fabriquait. Elle ne cherchait pas à séduire par l'excès. Elle avançait presque avec retenue, mais dès qu'elle chantait, quelque chose changeait. Sa fragilité devenait une force. Sa différence devenait une signature. Peu à peu, elle enregistra dans plusieurs langues, multiplia les concerts, les voyages, les plateaux de télévision, et son nom finit par appartenir au public bien au-delà de la Grèce. Ce succès avait quelque chose d'irréel. L'enfant qui avait connu le manque était désormais accueilli par des foules. La jeune fille qui doutait de son apparence voyait des milliers de personnes se lever pour elle. Celle qui craignait de ne pas mériter la chance offerte par sa sœur semblait enfin avoir trouvé une réponse. Oui, son sacrifice avait ouvert une route immense, mais la gloire possède toujours une face que les projecteurs montrent mal. Avant que Nana ne devienne cette artiste internationale, il y avait déjà dans sa vie un homme qui connaissait les coulisses de son ascension. Yorgos, souvent appelé Georges Petsilas, était guitariste dans le groupe qui l'accompagnait.
ils partageaient la musique, les répétitions, les routes, cette période où l'avenir semblait encore pouvoir se construire à deux. Ils se marièrent alors que Nana était encore jeune. Pendant un temps, tout paraissait presque logique. Elle avait trouvé un compagnon qui comprenait la scène, les exigences du métier, les nuits trop courtes, les départs fréquents. Puis vinrent leurs enfants, Nicolas et Hélène. Nana pouvait enfin imaginer ce qu'elle avait si longtemps désiré, un foyer différent de celui de son enfance. Seulement, la carrière qui lui avait donné une identité exigeait désormais toujours davantage. Un concert appelait un autre concert. Une émission ouvrait un nouveau marché. Un disque entraînait une tournée. Les hôtels remplaçaient les maisons, les avions remplaçaient les repas familiaux, et les retrouvailles devenaient parfois de simples parenthèses entre deux départs. Le paradoxe devenait cruel. Plus Nana était aimée par le monde, plus elle devait apprendre à vivre loin des personnes qu'elle aimait réellement. Elle n'abandonnait pas sa famille. Elle essayait, au contraire, de tout préserver. Mais certaines distances ne se mesurent donc pas en kilomètres. Elles apparaissent dans les silences, dans les attentes déçues, dans ces moments où deux personnes cessent lentement de regarder dans la même direction. Georges connaissait la musique, mais cela ne suffisait pas à effacer les tensions d'une vie devenue internationale. Nana, elle, continuait d'avancer avec cette vieille habitude de ne pas vouloir décevoir. Elle devait être une grande chanteuse, une épouse présente, une mère attentive. Comme si l'échec dans un seul de ses rôles risquait d'annuler tout le reste. Et sans s'en rendre compte, elle commençait à entrer dans le piège le plus douloureux de sa vie. La musique avait rapproché Nana et Georges. Désormais, cette même musique remplissait les salles du monde entier, tandis qu'à la maison, un silence de plus en plus lourd commençait à s'installer. À mesure que les salles se remplissaient, la vie privée de Nana devenait plus difficile à tenir entre ses mains. Chaque tournée ajoutait une distance, chaque voyage l'éloignait un peu plus de Nicolas, d'Hélène et de Georges. Elle pouvait revenir couverte d'applaudissements, et pourtant sentir qu'une autre bataille l'attendait chez elle. Nana voulait tout sauver, sa carrière, parce qu'elle savait ce qu'elle avait coûté à sa famille, son mariage, parce qu'elle refusait de reproduire l'histoire de ses parents, ses enfants. Mais plus elle essayait de tout préserver, plus elle découvrait une vérité douloureuse. On ne peut pas être partout à la fois. Les absences finissaient par peser, les attentes s'accumulaient. Georges connaissait le métier, mais comprendre la scène ne signifie pas forcément supporter ses conséquences dans un couple. Ceux qui autrefois les avaient réunis commençaient à devenir une frontière invisible. Et pour Nana, chaque tension avait un goût ancien. Lorsque les voix montaient, elle ne voyait pas seulement son présent. Elle retrouvait la maison de son enfance, les disputes de ses parents, la peur de ne plus savoir où se réfugier. Elle n'avait jamais voulu que ses enfants connaissent cette sensation, et pourtant, elle craignait de les y conduire. Alors, elle se taisait parfois. Elle reculait. Elle tentait d'éviter l'affrontement, comme si le silence pouvait empêcher une fracture. Mais certaines blessures grandissent dans ce que l'on ne dit pas. Plus Nana cherchait la paix, plus la distance semblait s'installer. À cela s'ajoutait une culpabilité impossible à calmer. Lorsqu'elle prenait un avion, pour chanter à l'étranger, elle pensait à ses enfants. Lorsqu'elle restait auprès d'eux, elle pensait aussi à ses engagements. Où qu'elle soit, elle avait l'impression de manquer à quelqu'un. Nana ne cherchait pas seulement à réussir, elle cherchait à ne jamais décevoir. Comme si chaque erreur risquait de confirmer toutes les peurs accumulées depuis l'enfance. Le foyer devint alors le lieu d'une contradiction insupportable. Elle voulait préserver une famille unie, mais refusait que Nicolas et Hélène grandissent au milieu des disputes. Elle voulait rester, mais savait que rester à tout prix pouvait parfois faire plus de mal que partir. Puis ce dilemme cessa d'être abstrait. Nana dut envisager une décision qu'elle avait toujours redoutée. Une décision capable de mettre fin au conflit, mais aussi de réveiller tout ce qu'elle associait à l'échec, à la honte et à la culpabilité. Elle ne savait pas encore qu'en voulant protéger ses enfants d'une enfance semblable à la sienne,
Elle allait prononcer contre elle-même une condamnation intérieure qui durerait pendant des décennies. En 1973, ce que Nana redoutait devint une réalité. Son mariage avec Georges Petzilas prit fin. Aux yeux du monde, cela pouvait sembler n'être qu'une séparation. Pour elle, c'était davantage l'effondrement d'une promesse faite depuis l'enfance, celle de construire un foyer qui ne ressemblerait jamais à celui de ses parents. Nana savait pourquoi elle partait. Les tensions étaient donc devenues trop lourdes, les chemins trop différents, et elle refusait que Nicolas et Hélène grandissent au milieu des disputes. Elle avait connu cette peur, enfant, lorsque les voix de ses parents transformaient la maison en champ de bataille. Elle ne voulait pas transmettre cette blessure. Mais après la séparation, la logique ne calma pas la culpabilité. Nana ne pensait pas seulement qu'un mariage avait échoué. Elle avait le sentiment d'avoir échoué. Elle, comme épouse, comme mère, comme femme. Dans son éducation grecque traditionnelle, le divorce portait encore le poids du jugement. Et chez une personne habituée à se sentir responsable du bonheur des autres, cette rupture devint une condamnation intime. Le paradoxe était cruel. Elle avait choisi de partir pour protéger ses enfants. Puis elle passa des années à se reprocher de ne pas leur avoir offert un foyer intact. Sur scène pourtant, rien ne semblait s'effondrer. Les concerts continuaient, les voyages aussi. Nana chantait l'amour devant des milliers de personnes, alors qu'en elle survivait une question douloureuse. Comment parler de tendresse et d'espoir quand on pense avoir soi-même brisé ce que l'on voulait préserver? Puis, André Chapelle entra plus profondément dans sa vie. Il représentait une possibilité nouvelle. Mais le passé parlait encore plus fort. Elle craignait qu'un autre homme dans la famille ne blesse Nicolas et Hélène. Elle avait tellement peur de reproduire une erreur qu'elle préféra retarder son propre bonheur. André resta à ses côtés, mais Nana ne se précipita pas vers le mariage. Les années passèrent, puis les décennies. Ce n'est qu'en 2003, lorsque ses enfants étaient adultes, qu'elle accepta enfin d'épouser André. 30 années avaient séparé la rupture de son premier mariage de cette nouvelle union, et c'est peut-être là que se cache la blessure la plus profonde. Le divorce ne s'était pas terminé avec une signature. Il avait continué à gouverner sa manière d'aimer, de choisir, d'attendre, comme si Nana devait d'abord demander pardon avant de s'autoriser à être heureuse. Elle avait survécu à la rupture, mais pas encore appris à se pardonner. Et lorsqu'elle commença enfin à trouver la paix, la vie plaça devant elle une épreuve plus brutale encore. Cette fois, l'ennemi ne venait plus du passé, il venait de son propre corps. Pendant des années, Nana Mouskouri avait appris à survivre aux blessures invisibles. La peur, la culpabilité, les souvenirs d'enfance, le divorce, tout cela avait laissé des traces, mais elle continuait d'avancer. Puis vint une épreuve différente, plus brutale parce qu'elle ne pouvait plus être tenue à distance par la volonté. En 2015, Nana dut affronter un cancer du pancréas. Elle ne révéla cette bataille que plus tard. Derrière l'image d'une artiste toujours digne se cachait une question terrifiante. Combien de temps reste-t-il quand le corps commence à céder? Elle traversa les traitements, la fatigue, l'incertitude, et pourtant, cette maladie ne fut pas la seule alerte. Quelques années plus tard, une péritonite vint encore fragiliser son organisme. Puis, en 2021, le Covid la frappa durement, avec une pneumonie bilatérale qui exigea des soins intensifs et une longue récupération. À chaque fois, Nana revenait, refusant de laisser la peur décider à sa place. Ce combat prenait une dimension encore plus troublante lorsqu'on se souvenait d'un détail presque incroyable. Des examens médicaux avaient montré qu'une seule de ses cordes vocales fonctionnait normalement. Cette voix si pure était née d'un corps que la médecine aurait pu qualifier d'imparfait. Et pourtant, cette imperfection avait traversé les décennies. Pendant plus de 60 ans, Nana avait chanté malgré les voyages, l'âge, la fatigue et les maladies. Elle avait appris à protéger son souffle, à travailler sa voix, à mesurer chaque effort. Mais le temps, lui, ne négocie avec personne. À mesure qu'elle avançait vers 81 ans, les déplacements devenaient plus difficiles. Le corps demandait davantage de repos. La voix, elle aussi,
devait être surveillée avec une rigueur nouvelle. Et pour Nana, cette réalité était peut-être plus douloureuse que n'importe quel diagnostic. Car chanter n'était pas seulement son métier, c'était la manière dont elle avait survécu à l'enfance, transformer la honte en force, donner un sens au sacrifice et supporter les blessures de sa vie privée. Alors une question commença à s'imposer. Que reste-t-il à une chanteuse lorsque monter sur scène devient plus difficile que jamais? Nana ne craignait pas seulement la maladie. Elle craignait de décevoir. Elle refusait l'idée que le public puisse l'applaudir par tendresse, simplement parce qu'elle était devenue une légende. Son exigence restait la même, être digne de l'amour qu'on lui donnait. Après avoir survécu au cancer, à la péritonite, au Covid et aux années, elle allait devoir affronter quelque chose qu'aucun traitement ne pouvait guérir. Le moment où l'artiste doit décider elle-même quand il est temps de quitter la lumière. À l'approche de ses 90 ans, Nana Mouskouri comprit qu'un combat différent commençait. Cette fois, il ne s'agissait plus de vaincre une maladie, de sauver un mariage ou de prouver sa valeur au monde. Il fallait accepter que le temps puisse imposer ses propres limites. À la fin de l'année 2024, elle annonça qu'elle souhaitait progressivement quitter la scène. La décision fut douloureuse car chanter n'avait jamais été pour elle une simple profession. La musique était devenue son refuge depuis l'enfance, son langage lorsqu'elle ne savait pas exprimer la peur, son moyen de transformer les blessures en quelque chose de beau. Mais Nana possédait une exigence presque impitoyable envers elle-même. Elle ne voulait pas apparaître devant un public, simplement parce que son nom suffisait encore à provoquer des applaudissements. Elle savait que l'affection peut rendre indulgent, et cette indulgence était précisément ce qu'elle redoutait. Pour elle, monter sur scène signifiait encore devoir mériter chaque seconde d'attention. Si la voix ne pouvait plus offrir ce qu'elle exigeait d'elle-même, alors rester sous les projecteurs risquait de devenir une trahison de tout ce qu'elle avait construit. Cette peur de décevoir racontait finalement toute sa vie. Petite fille, elle voulait être digne du sacrifice de sa sœur. Moueb. Jeune chanteuse, elle voulait prouver que ses lunettes, sa timidité et son physique ne définissaient pas son talent. Épouse et mère, elle avait voulu préserver sa famille jusqu'à se condamner intérieurement après son divorce. Et à présent, artiste vieillissante, elle voulait encore être digne du public. Pourtant, son existence ne se résume pas aux scènes qu'elle doit quitter. Depuis 1993, son engagement auprès de l'UNICEF l'a conduite dans des régions frappées par la pauvreté, la guerre et les crises humanitaires. Nana, l'enfant qui avait connu la peur de la guerre, se retrouvait des décennies plus tard face à d'autres enfants confrontés à la même brutalité du monde. Ce cercle est peut-être l'un des plus émouvants de son parcours. Elle n'a jamais pu effacer sa propre enfance, mais elle a essayé de transformer ce souvenir en attention portée aux autres. Dans sa vie privée aussi, quelque chose avait enfin changé. André Chapelle était resté auprès d'elle suffisamment longtemps pour lui montrer que l'amour ne devait pas toujours finir dans le fracas. Nicolas et Hélène étaient devenus adultes. Le temps n'avait pas réparé toutes les blessures, mais il leur avait donné une autre place. À 91 ans, Nana Mouskouri n'est donc pas simplement une légende qui s'éloigne lentement de la scène. Elle est une femme qui a traversé la guerre, la pauvreté, les humiliations, le divorce, la culpabilité et plusieurs épreuves de santé, sans cesser de chercher une raison d'avancer. Pendant longtemps, elle a peut-être cru que son plus grand échec était de ne pas avoir réussi à préserver son premier mariage. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble de son existence, une autre vérité apparaît. Une enfant née au milieu des disputes n'a jamais cessé de croire à la tendresse. Une femme qui avait peur d'avoir détruit l'amour a fini par aimer de nouveau. Les ours, Tirteon, et une chanteuse consciente que sa voix pouvait un jour se taire, a laissé derrière elle des chansons capables de survivre à son silence. C'est peut-être pour cela que Nana Mouskouri n'a jamais seulement chanté l'amour, elle a chanté ce qu'il coûte de continuer à y croire. À 91 ans, Nana Mouskouri porte encore en elle les blessures d'une vie entière. La guerre, la peur, la culpabilité, l'amour perdu,
puis retrouvé, et ce corps qui lui rappelle désormais que rien n'est éternel. Pourtant, derrière ces lunettes noires, une lumière demeure. Elle a peut-être passé des décennies à se demander si elle avait assez aimé, assez donné, assez bien fait. Mais le monde, lui, n'a jamais cessé de l'écouter. Et parfois, une vie ne se mesure pas à ses échecs, mais à tout ce qu'elle a réussi à transformer en beauté,